بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه c'est une lecture de ce qui se passe actuellement et en même temps quelques conseils toujours dans le sens d'une vision révolutionnaire de notre mouvement, surtout des conseils. Et bien sûr, c'est aussi une façon de dire au pouvoir militaire que voilà de quoi nous sommes capables et avec toute la tranquillité, avec un esprit apaisé, sans aucune haine, sans aucune rancœur, sans a priori, avec tout le reste de nos concitoyens, qu'ils soient dans l'armée, les citoyens de bonne foi, qu'ils soient dans l'armée ou dans les autres institutions. Nous devons leur dire ce qui les attend et ce qui nous attend et ce qui attend, bien sûr, naturellement, notre pays, suite à cet élan populaire, un élan révolutionnaire, cette dynamique qu'il faut préciser ne sera pas ponctuelle seulement, mais qu'elle va durer dans le temps jusqu'à atteindre tous les objectifs qui lui ont été assignés dès le départ. Dans une sorte d'union du peuple et une sorte de concertation qui, disons, qui a été concertation entre toutes les franges de la société pendant cette durée d'un mois et demi ou bientôt 2 mois de militantisme et de résistance surtout. Parce que quand on parle de révolution, il faut parler de résistance. Alors le maintien de la discipline non violente contre ce pouvoir qui cache bien son jeu et qui est d'essence violente va nous faciliter la mise en œuvre des mécanismes de changement que nous allons tenter d'expliquer. Bon, la discipline non violente est très importante même face à la brutalité parfois excessive du pouvoir totalitaire en place. Brutalité qui a un effet contraire aux espérances de ce pouvoir et elle se tourne généralement contre lui et provoque des dissidences dans ses rangs même, tout en suscitant le soutien de plus en plus important de la population et une plus grande mobilisation. La défiance politique, ou ce que nous avons déjà qualifié de non-coopération, ne peut bénéficier d'une adhésion de tous les secteurs et des institutions que si nous en tenons strictement aux moyens non violents, si nous restons pacifiques. Car la non-violence ou la révolution pacifique gagne tous les jours plus de terrain. Nous avons acquis la sympathie du monde entier. Le peuple algérien s'est vu de ce fait chargé d'une mission universelle, mission qui a donné espoir à tous les peuples opprimés, qui espèrent et prient pour que notre révolution aboutisse sans drame à une libération et à la restauration de la souveraineté populaire. Pour tout cela, nous n'avons pas le droit de baisser les bras et nous n'avons pas le droit à l'échec non plus. Nous avons dispensé ou envoyé un message d'espoir universel au monde entier. Nous étions avant le 22 février, juste hier, hors des circuits de l'histoire.
nous étions en autarcie avec l'histoire. Réellement, nous n'existions presque plus. Et après le 22 février, avant, l'histoire se faisait son nom. Après le 22 février, et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire pour l'humanité. Notre lutte pacifique a produit un sentiment de contrôle de la violence, de la répression, et un abandon aussi de la répression violente par les éléments des services qui se sont finalement résignés à se consacrer à leur mission constitutionnelle. Ces missions leur sont imposées par le changement produit par le transfert du pouvoir vers le peuple souverain. Il doit maintenant obéir aux ordres de la majorité et non à ceux d'un chef écervelé ou mal intentionné. Et c'est pour cette raison que nous parlons de défection dans les rangs du pouvoir et de ses des instruments. Ceci est dû au fait que le rapport de force est en notre faveur. Ce contrôle de la peur est un élément clé dans la déstructuration du système totalitaire. Alors maintenant, le secret et la conspiration clandestine posent des problèmes très difficiles à résoudre pour notre mouvement. À titre d'exemple, ces parodies de justice, ou bien récemment ce que nous venons d'entendre, un dialogue entre Mokare, Benvelis et Jabla et l'armée, fait partie de toute cette mystification qui est faite autour des intentions du pouvoir réel qui est l'armée. Donc il nous est impossible de connaître les intentions du pouvoir. Malgré toutes ces parodies de justice opérées ça et là, cette lutte contre la corruption qui ne nous a pas encore convaincus, la raison est que nous pensons que la peur est enracinée dans le secret et que le secret en est l'essence. Tant que ce concept est privilégié par les dictateurs, nous ne nous empêcherons pas de penser que des règlements de compte entre groupes rivaux sont en cours et qu'une fois débarrassé de ses tyrans, de ses rivaux, le vainqueur usera de la peur alimentée par ce mysticisme justement créé autour de personnes présentées comme invincibles et finalement qui était Dieu de l'Algérie, qui finalement celui qui les a vaincus pourra prétendre à nous gouverner. C'est ce que pensent ces dictateurs en herbe. Et ce n'est certainement pas une conviction basée sur la psychologie des masses actuelles, ni sur une lecture réaliste des rapports de force sur le terrain, mais plutôt sur l'utopie et le fantasme. Nous gardons notre calme, notre foi inébranlable, en la noblesse de notre révolution, ainsi que celle de ses objectifs. Notre dynamique irrésistible les poussera inexorablement vers la sortie sans prendre le temps de négocier. Cependant, il me tient à cœur d'attirer l'attention de nos chefs et de nos chers concitoyens sur un phénomène non prévu par la révolution et qui tient d'un groupuscule d'opportunistes prêts à tout pour le pouvoir. Et leurs simagrées ont déjà commencé à produire leurs néfastes effets sur certains de nos concitoyens, les plus sensibles d'entre eux, au discours populiste qui commencent déjà à s'accuser et se disputer pour telle ou telle personne qui représente à leurs yeux le sauveur. Ceux-ci nourrissent en réalité l'idée que la révolution devra combattre de toutes ses forces si nous voulons vraiment nous libérer de nous-mêmes, le zaïmisme. On devra combattre le zaïmisme de toutes nos forces.
Ce zaïmisme qui refait surface avec force ces derniers temps. Et je recommande à ces élites, entre guillemets, si elles ont un peu de respect pour la révolution et le peuple, de participer plutôt à apporter des solutions, prévenir les contre-attaques du pouvoir et préparer les parades efficaces en toute humilité, s'éloigner de cette fitna qui pointe à l'horizon. La révolution enfantera d'elle-même ses enfants. Ceux qui ne demandent rien seront demandés par le peuple. L'humilité est une vertu qui ne se cultive pas, elle est innée. Celui qui prétend la cultiver ne fait que cultiver en réalité l'égocentrisme. Les plans et les intentions des opportunistes alimentent la suspicion, créent des scissions au sein de la révolution. Certains sont taxés d'espions à la solde du pouvoir, d'autres sont alliés à des forces extranationales, etc. Alors les supputations sont un élément de diversion qui contribue à la peur, ce qui décourage la résistance et réduit le nombre de partisans ou de participants à certaines actions. Cela peut aussi contribuer à répandre la suspicion et entraîner des vagues d'accusations de trahison souvent injustifiées à l'intérieur du mouvement. Pour savoir qui est l'indicateur ou l'agent de l'adversaire, il peut aussi affecter la capacité d'un mouvement à demeurer non violent. Attention. Par contre, la franchise, la simplicité, l'humilité, concernant les intentions et les projets, aura des effets positifs et contribuera à donner l'image d'un mouvement de résistance extrêmement puissant et uni. Le problème est bien sûr plus complexe et certaines activités de notre résistance exigent beaucoup de réflexion et de planification. Et un jugement fondé sur de bonnes informations est nécessaire à ceux qui ont à la fois à gérer la dynamique du combat non violent et à évaluer les moyens de surveillance de la dictature. Parce qu'il faut la surveiller et l'espionner. Ce n'est pas un gros mot, c'est de bonne guerre. Nous sommes dans une révolution. J'invite ces égarés qui auraient de bonnes intentions à rejoindre le travail de réflexion au lieu de s'exhiber et de se mettre en avant pour occuper la scène, en voulant mettre en veille tout un peuple en lutte pour son indépendance et l'éclipser au profit de leur personne. Ça, c'est l'égocentrisme, l'opportunisme. L'heure n'est pas à l'ego, l'heure est à la réflexion, à la planification. Le peuple joue bien son rôle. On ne peut pas lui demander plus. Jouez le vôtre. Le vôtre qui consiste, en tant qu'élite, entre guillemets, c'est vraiment une élite, consiste à l'éclairer, à l'orienter par vos conseils basés sur une lecture réaliste, juste et infaillible. Concertez-vous, produisez des idées, soyez au service de la nation, au diable l'ego. Alors, nous pouvons parler de l'édition et l'impression de distribution des publications, par exemple. Des publications, des petites brochures qui pourraient donner des conseils au peuple. Cela devra être le fait de ces élites, et de leur réflexion, et le fruit d'un travail cérébral. Alors, des émissions radiophoniques peuvent servir aussi à orienter, mobiliser les citoyens. Alors, la stratégie liée au conflit impliquant la non-coopération est un terrain de lutte en constant changement et se prête au jeu continu de mouvements et de contre-mouvements. Les relations du pouvoir absolu ou relatif sont sujettes à des changements très rapides, rendus possibles par le maintien de la pression du mouvement pacifique qui maintiendra le cap même si le pouvoir use de répression. Dans cette révolution, les variantes de relations de pouvoir entre les partis en présence sont probablement beaucoup plus marquées que dans les conflits violents. Elles sont plus rapides
et ont des conséquences politiques plus variées et plus importantes. Et grâce à cela, nos actions ont eu des conséquences qui ont été bien au-delà du moment ou du lieu où elles se sont produites. Leurs effets rebondissent pour renforcer l'état-major et affaiblir l'autre force au pouvoir. C'est ce qui s'est passé sous nos yeux. Et il continuera jusqu'à l'élimination totale du groupe mafieux qui s'oppose à l'état-major. L'état-major aura les mains libres, ce qui nous mettra évidemment un jour à la seule force, face à la seule force restante. Ce sera l'état-major qui sera contraint de dévoiler son jeu, et là, nous aviserons la stratégie à prendre, la stratégie de prise de pouvoir par le peuple. Et je le dis à l'état-major, nous aviserons la stratégie de prise de pouvoir par le peuple, avec ou sans l'état-major. Ceci est possible et faisable, le rapport des forces étant en notre avantage, que cela soit dit et bien compris, il n'y a pas lieu de contourner les solutions réelles et pratiques. De surcroît, la révolution pacifique, par ses actions, elle exerce une puissante influence sur l'augmentation ou la diminution de la force de son adversaire. Par exemple, la forme non violente de la résistance face à la répression. Si bien sûr le pouvoir venait à en user, bien sûr. Elle peut susciter malaise, mécontentement, perte de confiance et même dans des cas extrêmes, des mutineries au sein des troupes. Des troupes a priori acquises au pouvoir. Cette résistance peut même entraîner une condamnation plus nette de la dictature par la communauté internationale. De même, la persévérance, l'intelligence et la discipline dans l'usage de la défiance politique, c'est-à-dire la non-coopération, peuvent augmenter la participation du peuple à la résistance, alors qu'en temps normal, par son silence, celui-ci apporterait un soutien tacite au pouvoir ou resterait neutre dans le conflit. Lorsque les éléments des services sont rationnellement convaincus que la cause du peuple est juste et qu'ils défendent des valeurs qui sont les leurs, dans lesquelles ils se reconnaissent, pourquoi pas, étant donné leur appartenance à ce peuple. Ils peuvent alors en venir à accepter les objectifs et passent à ce qu'on appellerait, ou ce que maintenant on peut appeler la conversion. Ils adhèrent à la cause de fait, c'est-à-dire que se convertissent en citoyens révolutionnaires. Parce qu'avant d'être militaire, on est citoyen. Avant d'être juge, on est citoyen. Avant d'être policier, on est citoyen. Ils reviennent à la reconversion et ils adhèrent à la cause. Il n'en demeure pas moins que la révolution pacifique ne peut être plus efficace que lorsqu'elle enclenche le mécanisme de conversion et de non-coopération massive. La non-coopération de masse peut changer les situations sociales et politiques, et plus spécialement les relations de pouvoir, au point que la dictature perd de fait toute capacité de manœuvre et toute capacité à contrôler les processus politiques, économiques et sociaux. À titre d'exemple, il ne peut par exemple pas organiser des élections le 4 du mois de juillet, comme il l'a annoncé, comme il l'a souhaité. Car le peuple, ainsi que des institutions, ont décidé de ne pas coopérer. Défiance, c'est ça, la défiance politique ou la non-coopération. Alors, si certaines conditions ne sont pas réunies, ils continueront à refuser de coopérer. Ces conditions sont énoncées dans les slogans
pendant les marches du vendredi et à travers tout le territoire national. Alors les forces du pouvoir peuvent devenir si peu fiables qu'elles n'obéiront même plus aux ordres de répression contre le peuple, bien que leurs chefs resteront en place et poursuivront leurs buts initiaux. Leur capacité d'agir efficacement leur a été enlevée. Cela se nomme la coercition non violente. On en est arrivé aujourd'hui à la coercition non violente. Ce que l'état-major n'a certainement pas pu déceler dans ce qui se passe dans le pays, parce que comme je l'ai dit dans mes interventions précédentes, j'ai dit que la révolution non violente arrive à changer les choses plus rapidement qu'une société et qu'une révolution violente. Beaucoup plus rapidement. Et ça a été tellement vite, les bouleversements ont tellement été trop rapides que le pouvoir réel n'a pas pu assimiler toutes ces reconversions, cette coercition, cette non-coopération, tout ce qui se passe à l'échelle nationale, à l'échelle des institutions. Et s'ils pensent pouvoir maintenir sa prise sur la société, je dirais que leurs théoriciens devraient changer de métier. Bon, donc, dans quelques situations extrêmes, les conditions qui produisent la coercition vont encore plus loin. Les dirigeants au pouvoir perdent de fait toute capacité d'agir et leur propre structure de pouvoir s'effondre. La maîtrise de soi, la non-coopération et la défiance du peuple résistant deviennent si complètes que les tenants du pouvoir ne font même plus semblant de le contrôler. L'administration refuse d'obéir à ses chefs, les troupes et la police se mutinent, les soutiens du régime et la population abandonnent les dirigeants et leur dénient leur droit de gouverner. Tout ceci est en cours et il est constaté, ce n'est pas des paroles en l'air. Je n'ai rien inventé par mes dires. Hein. Je ne fais que constater. Alors, j'ai dit, les troupes et la police se mutinent, même si ce n'est pas criant, même que si une certaine retenue apparaît, le fait est réel. Les soutiens du régime et la population abandonnent les dirigeants et leur dénient tout droit de gouverner, à l'instar du gouvernement et du président du chef de l'État. C'est un constat qui est réel. Ainsi, ces derniers ne sont plus obéis ni assistés. Et là, c'est la chute. Arrivé à ce stade de la révolution, le système tombe de lui-même. Il n'aura même pas la force de capituler. Mais il faudra faire très attention. Il n'est pas néanmoins permis de retourner à ses affaires et laisser une élite ou un groupe continuer la marche si des fois, enfin si toutefois le pouvoir est remis entre les mains de personnes crédibles, il ne nous est pas permis de retourner à nos affaires et laisser cette élite ou un groupe continuer la marche sans garde-fou. Le peuple doit rester mobilisé, le penseur doit continuer à produire du politique, du social et
et de l'économique. Le journaliste doit faire son travail en toute objectivité. L'élite aussi. Tous doivent rester éveillés et contrôler le passage vers une démocratie véritable. Nous devons nous préparer à parer à toute déviation et continuer à prévenir au lieu de guérir. Pour notre part, cette contribution sera suivie d'autres. Elles seront destinées à éclairer l'opinion sur le danger d'un retour de la dictature sous quelque forme que ce soit. Nous devons faire très attention. Le pouvoir pourrait lâcher du lest pour un certain moment, ce qui a été déjà fait en 1991 et que nous l'avons constaté. Le pouvoir avait laissé du lest, avait laissé les élections se dérouler, le fils avait gagné, les communes, les 2/3 des communes, puis la majorité absolue à la PN, etc. Les journaux ont été créés, les partis politiques, les marches étaient autorisées, tout ça. Le pouvoir, quand ils se sont acculés, laisse du lest. Et attend que cette ferveur ou cette dynamique recule et perd de sa verve, et il revient par des moyens ou par des chemins, comme dirait l'autre, tonitrueux, par des méthodes et des procédés auxquels nous devons prendre garde, que nous devons surveiller, dénoncer et empêcher, grâce à la mobilisation qui devra rester intacte jusqu'au jour où le peuple aura été sûr d'avoir élu démocratiquement et en toute transparence, sans président et sans parlement. Sénat, pour nous, ce n'est pas nécessaire d'avoir un Sénat avec un tiers présidentiel. L'Assemblée et les assemblées, toutes les assemblées locales, wilayales et nationales. Là, le peuple pourra retourner vaquer à ses missions qui sont les missions du développement, et tout en restant prêt à tout moment à répondre aux appels en cas où la démocratie est en danger, le droit est en danger. L'organisation, maintenant, ce que je conseillerais à notre jeunesse, maintenant, c'est de se structurer dans des associations et aussi de rejoindre les partis politiques et d'en prendre la direction par les voies démocratiques. Dans tous les congrès qu'auront à faire les partis politiques, il y aura de nouvelles recrues normalement qui devront participer et poser leur candidature pour le commandement de ces partis politiques. La force d'une société, c'est son organisation et non pas la force d'un citoyen isolé. Un citoyen isolé n'a aucune force de résistance. Donc, la population doit s'organiser dans des associations et des partis politiques pour avoir cette société civile qui défendra les droits, défendra les opprimés, les laissés pour compte, défendra ses droits aussi, sanctionnera
ceux qui se seront permis de dépasser leurs prérogatives ou se seront permis des malversations dans le cadre de l'exercice de leur mission. Alors, ce discours est un peu, devrait éclairer un peu l'état-major pour dire que vous êtes face à une révolution qui, quoique l'on l'appelle Hayak, je ne sais pas, c'est un mot que je n'ai pas admis jusqu'à présent, je parle d'une révolution, je parle de la continuité de novembre 54, je parle de finir de réaliser les objectifs de notre glorieuse révolution et la constitution d'un état de droit qui n'aura pas à rougir devant aucune puissance ou devant les anciennes démocraties, car nous aurons encore une fois, nous donnerons l'exemple, un exemple de démocratie à ces pseudo-démocraties, car elles sont pourries de l'intérieur. Les démocraties sont responsables de la pauvreté de l'Afrique. On ne peut pas dire humanitaire, droit de l'homme. On ne peut pas parler de ces valeurs quand on détrousse les peuples d'Afrique, quand on leur vole leurs richesses, quand on leur place des présidents malléables, corrompus, quand ces présidents sont là grâce au soutien de ces démocraties. Les dictateurs africains ont toujours géré ces pays grâce au soutien de ces pseudo-démocraties. Donc, nous, notre démocratie sera une démocratie réelle, où toutes les valeurs de la démocratie auront leur sens. Et il y aura d'autres interventions que je ferai une fois qu'on aura, comme je l'ai dit, l'état-major sait très bien quelles sont les conditions posées par le peuple, dégager Bedoui, dégager Ben Salah, remettre le pouvoir à des civils qui auront l'aval du peuple et passer à des élections présidentielles le plus tôt possible. C'est très clair, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et éviter les anciennes figures, éviter de nous concocter des solutions qui seront refusées à l'avance par le peuple et qui ne feront que nous faire perdre du temps. Et vous serez responsable de cette perte de temps. Et si nous arrivons au 4 juillet sans avoir appliqué, sans avoir abdiqué aux injonctions du peuple, parce que maintenant nous ne parlons pas de deux mondes, nous ne faisons pas le monde, non. Ce peuple révolutionnaire, il est souverain sur son pays, sur sa terre, il demande au pouvoir d'abdiquer. Il ne fait pas l'honneur, mais il ne fait pas l'aumône. ماهوش يطلب عندكم الشعب راه يأمر يعطي الأوامر وعلى السلطان تنفذ ما راهش طلاب عندكم الشعب اليوم الشعب غض البصر وغض الله عليكم يدوا على واش أهنتوه وكذا. Vous avez ridiculisé ce peuple et qui vous a ce qui m'a fait dire que je respecte la sagesse légendaire de ce peuple. Si vous êtes encore là à essayer de le narguer, même si
vous avez tous commis à l'égard de ce peuple l'innommable, et continuez à patienter, et continuez à être sage, pacifique. Moi, je salue cette légendaire sagesse chez le peuple algérien. Soyez à la hauteur et exécutez-vous, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.